Merci. Alors merci pour cette présentation et je remercie également les sociétés organisatrices ainsi que le comité d'organisation pour leur invitation et également pour leur accueil ce matin. Et moi, je viens effectivement vous présenter le point de vue d'une sociologue sur le thème enfance et sciences. Alors, ce qu'il est important de noter pour commencer, c'est que lorsqu'on associe enfance et sciences en général, que ce soit dans le champ scientifique ou dans le champ politique, on a des grandes questions qui reviennent et qui sont régulièrement remises à l'agenda. Par exemple, celle de l'intérêt ou du désintérêt des jeunes pour les sciences, ou encore celle de l'état des connaissances des jeunes générations par rapport aux précédentes. Et celle qui est peut-être le plus souvent mise en avant, c'est la question des inégalités d'orientation qui se maintiennent et de ce qu'on considère actuellement comme un paradoxe, c'est-à-dire que les jeunes filles sont actuellement aussi performantes, voire meilleures que les garçons en sciences pendant toute leur scolarité, et pourtant il y a encore des filières scientifiques et des métiers scientifiques qui semblent leur rester inaccessibles et où les proportions de garçons sont impressionnantes. Donc là, vous avez l'exemple de la faible progression des filles dans certaines filières et même du recul de la part des filles pour certains types de sciences, par exemple tout ce qui relève de la comptabilité, mais aussi les formations technologiques ou les formations d'ingénieurs. Donc là, on a eu même des retours en arrière ces dernières années ou alors une progression qui stagne. Donc dans tous les cas, le constat reste le même. Les filles s'orientent toujours moins que les garçons vers les filières scientifiques. Et par exemple, là, on a des exemples assez probants de cette stagnation pour les maths et même du recul pour les études d'informatique dans un phénomène assez surprenant qui a été bien étudié par Isabelle Collet. Donc avec la part des femmes en informatique qui est divisée par 2 en une vingtaine d'années. Une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que s'il y a des écarts liés au sexe des personnes, il y a aussi des écarts et des inégalités dans l'accès aux sciences liées aux milieux socio-économiques, particulièrement en France où les inégalités sociales, les différences par exemple entre des enfants issus de classes moyennes et des enfants issus de milieux populaires ont un poids particulièrement important dans l'accès aux sciences. Et en France, notre système éducatif est parmi les moins équitables en termes de performance scolaire et en lien avec les propriétés sociales. Alors du coup, comment expliquer le maintien de ces inégalités et leur permanence ? Alors, bien évidemment, de nombreuses études et une littérature abondante ont montré qu'il ne s'agissait pas d'une question de nature, qu'il ne s'agissait pas non plus d'une question de cerveau, qu'on n'avait pas des cerveaux roses ou des cerveaux bleus et que les inégalités n'étaient pas là à la naissance et pour se poursuivre après. Et du coup, on peut apporter une réponse à ces problèmes-là, et ce serait les stéréotypes qui sont présents depuis la petite enfance, et que c'est là-dessus que je vais m'attarder aujourd'hui, pour essayer de voir, dans un premier temps, qu'est-ce que ça veut dire, ces stéréotypes dont on nous parle toujours en lien avec les sciences, où sont-ils, où se cachent-ils? Et ensuite, je vous proposerai dans un second temps de découvrir une étude de cas auprès d'enfants pour voir comment eux reçoivent et interprètent les images qu'ils côtoient. Donc dans un premier temps, essayer de savoir où sont les stéréotypes dans les supports de la culture scientifique enfantine. Ce que j'appelle culture scientifique ici, c'est pas seulement les connaissances que peuvent avoir les jeunes, leur performance scolaire ou ce qu'ils savent en sciences, c'est finalement tout leur rapport à la science à travers des objets et des pratiques qui fournissent des images de sciences, de métiers scientifiques. Donc vous avez beaucoup de choses, ça peut relever de la lecture à travers des livres, de la presse spécialisée, des manuels scolaires, ça peut relever de l'audiovisuel avec toutes les émissions de vulgarisation qu'on peut imaginer, les documentaires, mais aussi plus simplement les figures de scientifiques qu'on va croiser à la télévision, au journal télévisé, comme dans des séries télévisées ou des films. On a aussi bien sûr toute la science dans les musées, les expositions, la pratique amateur en club ou en association, tous les jeux, les jouets en lien avec les sciences comme des coffrets d'expérience de petits chimistes, mais aussi des jeux vidéo de simulation de pratiques scientifiques, et enfin les sciences à l'école. Donc tout ça, ce sont autant de supports et de corpus qui présentent des images et un imaginaire scientifique. Et je vais commencer avec la lecture pour essayer de voir où sont les stéréotypes dans ces domaines-là. Alors,
les constats qu'on fait quand on fait des enquêtes sur les représentations des scientifiques dans toute la littérature, c'est d'abord qu'il y a très peu de femmes et très peu de filles. Là, vous avez un exemple d'une couverture d'un livre sur les sciences où on a 4-5 même petits garçons et on aurait très bien pu imaginer avoir une petite fille à un endroit. Christine Détré qui a fait en 2005 une grande enquête de corpus sur les encyclopédies pour les enfants, a montré que non seulement il y avait très peu de femmes, mais qu'en plus, quand elles étaient présentes, elles se trouvaient dans des rôles particulièrement stéréotypés. Je vous ai mis une seule image d'une couverture avec un homme qui manifeste sa force et une jeune fille qui danse. Ce sont la fille qui danse, le garçon qui manifeste sa force. C'est des images qu'on retrouve partout dans les encyclopédies pour enfants. Alors, ici, le but de ces enquêtes-là, c'est de rendre visible l'absence, le manque de femmes dans les images de sciences que l'on fournit. Et la seule façon de faire ça, c'est de compter, c'est d'aller prendre ces corpus et de compter le nombre d'hommes, le nombre de femmes. Pour les manuels scolaires, par exemple, c'est très bien fait par le Centre Hubertine-Auclair, qui chaque année choisit un corpus de manuels scolaires et va compter. Alors, le but, c'est pas de pointer du doigt les bons ou les mauvais élèves des stéréotypes, mais c'est de rendre visible ce qu'il est très difficile en fait de voir quand on ne le cherche pas, c'est de rendre visible le manque ou l'absence de femmes. Et c'est difficile de le voir parce que surtout quand on est créateur de contenu, parce que si les stéréotypes marchent aussi bien, c'est parce qu'ils sont efficaces et parce qu'ils nous permettent aussi, quelquefois, d'utiliser des connaissances communes, des références communes, et on ne voit plus forcément le manque. Donc, nous, le rôle de ceux qui étudient les corpus avec cette approche où se cachent les stéréotypes, c'est de le faire ressortir. Un exemple, c'est dans les couvertures, de Science et Vie Junior. Si on regarde toutes les couvertures de ce magazine entre 2012 et 2015, on voit qu'on a une trentaine d'hommes ou une trentaine de garçons, seulement 3 magazines mixtes où on va avoir un garçon et une fille, et 2 femmes. Et les seules femmes en couverture, c'est une statue et une femme robot qui a été créée par un homme. Ne vous inquiétez pas, Science et Vie Junior ne sera pas le seul à avoir droit à ce décompte qui, encore une fois, est là pour faire ressortir des choses qui sont difficiles à voir. Même chose, même expérience avec les musées, avec les expositions. On a réalisé également une enquête à l'ENS de Lyon avec une équipe de sociologues à la demande d'Univers Sciences, du Palais de la Découverte et de la Cité de la Villette à Paris, qui nous ont demandé « Venez voir nos expositions et dites-nous s'il n'y a pas des problèmes du point de vue de la représentation des hommes et des femmes en sciences ». Et effectivement, il y en avait. Bon, c'était déjà beaucoup qu'ils aient fait la démarche de venir nous poser la question. Par exemple, une grande exposition sur les Gaulois où les Gauloises ont complètement disparu. Ou encore une histoire des sciences, sans femmes, alors qu'il y en a. Parce qu'on dit souvent que c'est difficile d'aller trouver des femmes en sciences. Non, il y en a. Par exemple, en mathématiques, Émilie du Châtelet, ou encore en biologie, Rosalind Franklin, qui a la particularité d'avoir eu un rôle majeur dans la recherche sur l'ADN et qui a été en fait reléguée aux coulisses de cette découverte au profit de ses collègues masculins qui, eux, ont fini par obtenir le prix Nobel. Donc depuis cette démarche-là qui avait été menée à Univers Sciences, elle a été le sujet d'une discussion et depuis de réflexions sur la façon dont on peut améliorer la représentation des hommes et des femmes dans les expositions scientifiques. Pour les jeux et les jouets, je me contenterai de vous présenter les leaders du marché et de vous montrer la possibilité qu'il y a quand on est une petite fille ou un petit garçon de trouver un personnage qui nous ressemble sur une boîte. Même la cuisine est représentée par un petit garçon. La seule chose qu'on laisse aux filles, c'est la boîte rose avec les produits de beauté. Alors, audiovisuel pour finir peut-être, dans les dessins animés, et là je voulais aussi aborder un autre point, c'est-à-dire que c'est pas seulement le problème de la représentation fille-garçon, c'est aussi de l'image qu'on transmet des scientifiques. Si vous regardez tous les personnages dans les dessins animés qui s'adressent à la jeunesse, les scientifiques, ce sont des hommes certes, mais aussi des gens seuls, fous, qui en général font courir le monde à la catastrophe. On n'a pas le même portrait dans les émissions de vulgarisation, mais on a encore très peu de femmes. Et par exemple, dans C'est pas sorcier, encore une fois, on a compté dans la saison 2012-2013, on a à peu près 70% d'hommes pour 30% de femmes dans les personnes interrogées, mais aussi dans les personnes qui ont un métier scientifique.
Alors ça, c'était le constat des corpus et de ce qu'ils contiennent. Maintenant, je voudrais donc vous présenter le point de vue des enfants, réellement, c'est-à-dire que c'est tiré, ce que je vous présente aujourd'hui, d'une enquête longitudinale qui a commencé en 2013, qui devrait s'achever en 2017, et qui suit les mêmes enfants du CM1 jusqu'à la 5e. Ils sont aujourd'hui en 6e. Alors, ils sont une cinquantaine. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est à partir d'entretiens d'1 heure à 1h30 avec une trentaine d'entre eux. Alors, il y a plus de garçons que de filles parce que c'était la répartition des classes dans l'école où nous avons mené l'enquête. Et le but, c'était de les observer pendant des ateliers scientifiques, puis de les interroger sur tout ce qui a un lien avec la science, leur représentation, leur pratique et leur imaginaire. Alors, premier constat, ce sont des enfants extrêmement intéressés par les sciences. Ah oui, il faut aussi préciser que c'est une enquête qui se déroule dans des quartiers populaires de Lyon. Donc, premier constat qui pouvait paraître surprenant par rapport à certains discours qu'on entend sur le fait que ces enfants-là peuvent être démunis ou ne pas être intéressés par les sciences, non. Ils aiment beaucoup ça. Certes, ils lisent peu, ils n'ont pas d'abonnement à des revues scientifiques, par exemple, mais ce sont de grands consommateurs d'audiovisuels liés aux sciences. On a, par exemple, beaucoup de fans de C'est pas sorcier, qui est connu par tous ces enfants, mais aussi de l'émission On n'est pas que des cobayes, de documentaires, et aussi quelques enfants qui sont de grands fans de RMC Découverte ou National Geographic qui le regardent plusieurs fois par semaine. Donc ça, c'est pour vous donner une idée des supports qu'ils fréquentent, filles comme garçons. Ensuite, ce qu'il faut bien dire, c'est que quand on va dans une école aujourd'hui, dans un CM2, l'égalité filles-garçons, c'est une évidence. C'est une évidence pour les enfants, pour les enseignants. Tout le monde vous dira, bien sûr, je vous ai donné quelques exemples, on est égaux, tout le monde peut faire les mêmes choses. Ou comme le dit avec sagesse un petit garçon qui s'appelle Gonzalo, la Lune, elle dit pas non aux femmes, évidemment. Toutes les femmes peuvent devenir astronautes. Mais ça, c'est l'égalité en discours, et on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de transformer le discours en pratique. Et là, quand on va regarder dans le détail, c'est là qu'on rencontre des problèmes, et que par exemple, dès qu'il s'agit de se répartir les rôles entre enfants pour filmer une scénette sur un métier scientifique, le seul garçon du groupe devient vétérinaire, et les petites filles, elles, sont assistantes du vétérinaire et secrétaires. On a un témoignage de ça donc dans la pratique, mais aussi dans le discours. Le même petit garçon qui nous dit « la Lune ne dit pas non aux femmes », il nous dit aussi « oui, il y a les métiers de femme qu'un homme peut faire et les métiers d'homme qu'une femme elle peut faire ». Oui, mais ça, c'est pas que lui, c'est aussi les adultes autour, mais ça maintient la différence entre des métiers d'hommes et des métiers de femmes, et ça maintient ces distinctions-là. Donc après, je me suis demandé, et les métiers scientifiques, pour eux, est-ce que c'est justement dans ces catégories métier homme ou métier femme? Donc à l'aide d'un questionnaire que j'ai proposé à ces enfants, on a établi, d'après eux, quels étaient les métiers plus pour hommes, plus pour femmes ou plus mixtes. Et alors, ça leur était proposé toujours le métier leur était proposé au féminin et au masculin. Je leur disais par exemple, et alors footballeur ou footballeuse. Donc ça a eu déjà un effet où il y a eu beaucoup de réponses disant bien sûr tous les métiers sont mixtes, bien sûr c'est mixte, jusqu'au moment où on arrive à un métier où ça bloque. Et les métiers où ça bloque, ça va être par exemple ingénieur, créateur ou créatrice de jeux vidéo et surtout astronaute. Donc ça, ce sont les métiers qui posent problème. Et là, on dit, ah non, là, quand même, les filles, finalement, ne peuvent pas faire ça. Et je vous dirai après quelles sont les raisons, les justifications que les enfants proposent pour ça. Mais juste avant, je voulais aussi vous faire partager les réponses à cette deuxième question qui est, au final, toi, est-ce que tu penses qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes qui font des métiers scientifiques? Là, on retrouve un discours sur l'égalité qui dit, c'est pareil, les deux. 1 ou 2 enfants qui nous disent il y a plus de femmes. Là, pourquoi j'ai pas réussi à trouver la réponse. Ils sont un peu plus nombreux à dire qu'il y a plus d'hommes. Et là, ce qui est intéressant, c'est qui nous dit qu'il y a plus d'hommes en sciences? Et surtout les filles. Alors il y avait certes moins de filles que de garçons dans les enfants qui ont répondu aux questions, mais les filles, quasiment toutes, elles ont penché, elles ont estimé qu'il y avait beaucoup plus d'hommes. Et on va voir que cette différence entre filles et garçons sur la place des hommes et des femmes en sciences, on la retrouve quand on leur demande justement, mais pourquoi est-ce que comment tu construis cette opinion-là des métiers? Alors, ça,
c'est pour contrebalancer un peu l'interrogation que je vous ai présentée, qui pour l'instant portait beaucoup sur la différence garçon-fille. Il y avait aussi cette approche, ce sont des enfants de milieu populaire, qu'est-ce que ça change pour eux? Et on voit que quand on leur demande s'ils pensent que leurs amis ou eux pourraient avoir un métier scientifique, ils nous disent oui, mais seulement les surdoués et les intellos, donc en fait souvent pas moi, et beaucoup nous répondent non, parce que c'est pas ce que veulent faire les autres. Moi j'aime bien les sciences mais pas les autres, c'est finalement ce que chacun a dit. Chacun disant les autres, je pense qu'ils veulent devenir footballeurs, qu'ils veulent devenir chanteuses, alors que moi j'aime bien les sciences mais je pense qu'en fait pas les autres. Et donc ça nous donne aussi cette image du scientifique très négative, avec le dessin d'une petite fille de 11 ans où on a un scientifique malade mental et moche. Là on retrouve les choses qu'on voit dans les dessins animés dont je vous parlais tout à l'heure. Alors le pourquoi de tout ça, comme vous pouvez l'imaginer, des stéréotypes particulièrement ancrés, notamment sur des mots-clés qui renvoient aux métiers dont on a vu aussi au début qui sont les moins féminisés. Donc par exemple, c'est chercher, construire, inventer, imaginer, ça c'est vraiment pour les hommes. Contrairement par exemple à soigner qui va être associé aux femmes, ce qui va expliquer qu'un métier comme tous les métiers en lien avec la médecine, eux, vont être considérés comme beaucoup plus accessibles aux femmes. L'obstacle principal pour les enfants, c'est l'absence de force. Et le fait que pour faire certaines choses comme construire, imaginer ou même créer, il faut avoir des forces. Ce qui est plus embêtant, c'est que ce sont les filles qui sont les pires critiques des femmes et des filles. C'est-à-dire que là où un petit garçon va juste nous dire je pense que là la fille elle peut pas parce qu'elle a pas assez de muscles, c'est les petites filles qui vont nous dire les femmes elles sont peureuses, elles ont pas envie de toucher des trucs gras et de toucher des trucs sales, ou encore les hommes sont plus malins et ils ont plus d'imagination. Donc même les petites filles qui nous disent moi je veux être scientifique, nous disent quelques instants après mais quand même les filles c'est pas fait pour ça et ça marchera pas. D'où viennent ces idées-là, d'où viennent ces représentations? Je leur demande aussi, ils sont nombreux à dire que ça vient bien sûr des supports qu'ils fréquentent le plus, donc de l'audiovisuel et des médias, en disant que on voit beaucoup plus d'hommes à la télé. On voit bien plus d'hommes dans les métiers scientifiques à tous ces endroits, dans toutes ces émissions et dans tous ces contenus télévisuels. Donc là, on se dit qu'on est un peu à ce stade de ma présentation abattu par le poids des stéréotypes en se disant mais que faut-il faire? Donc je vais quand même finir sur une note d'espoir, c'est-à-dire que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on voit des contre-exemples, on s'en souvient et ça peut faire changer, ça peut faire basculer la perception des enfants. Par exemple, chez cette petite fille qui s'appelle Kenza, qui me dit bien évidemment sage-femme c'est pour les femmes, et tout d'un coup elle dit non, dans Baby Boom qui est une émission de documentaire sur les mailloticiens et les mailloticiennes, elle a vu un homme, donc elle se dit on peut penser qu'il y a des hommes qui font ce métier aussi. Si je vous cite cet exemple là, c'est aussi parce que la lutte contre les stéréotypes, c'est pas seulement pour dire il faut plus de filles en sciences. Bien que là, on a vu qu'il y avait un retard et qu'il y avait un problème de ce point de vue-là, donc on peut considérer que c'est une priorité, mais in fine, la lutte contre les stéréotypes, elle doit avoir un but beaucoup plus global, qui est d'élargir l'éventail des possibilités pour tous, filles comme garçons, que chacun, et puis de n'importe quel milieu social, de n'importe quelle couleur de peau, que chacun puisse s'imaginer dans toutes les carrières possibles, sans qu'on maintienne ces distinctions, métier pour les femmes, métier pour les hommes, ou métier pour les gens surdoués. Donc c'est pour ça que je donnais cet exemple avec Baby Boom, et c'est aussi cette petite fille qui nous dit qu'elle a vu dans Grey's Anatomy que elle pouvait bien devenir chirurgienne. Et l'exemple de Grey's Anatomy, il est intéressant parce que ça me semble être une série qui va dans un sens de diversification des figures qu'elle présente. Donc vous avez des hommes, vous avez des femmes, vous avez des gens de couleur de peau, de confessions différentes, d'orientation sexuelle différente, bon ça ne se voit pas sur la photo, et de morphologie différentes. Et finalement, c'est ça qui va permettre une multiplication des identifications et une ouverture des possibles. Alors je pense qu'aujourd'hui, justement, on va avoir l'occasion de découvrir beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens. Et moi, pour conclure, je voulais vous en présenter une qui est un jeu de cartes Femmes de Science qui est produit par une équipe québécoise qui a été financée l'an dernier et dont ils distribuent des jeux dans les écoles. On peut aussi nous-mêmes les imprimer, les fabriquer et les distribuer. Et là, ils ont fait l'effort d'aller retrouver des figures de femmes en sciences qui ont parfois été oubliées, et pas seulement des femmes occidentales, et pas seulement des femmes
dont on connaissait déjà le rôle dans la science. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors maintenant, on va passer aux questions. Donc on va alterner entre questions Twitter avec Daniel Hennequin et questions dans la salle. Alors, on a la chance d'être dans un amphithéâtre très bien équipé. Donc à chaque place, il y a un micro juste devant vous ou sur les côtés pour les premières rangées. Donc il y a juste à soulever là et vous trouvez le micro. Et je crois qu'il suffit d'appuyer sur le bouton. Et il y a un système qui fait qu'on ne peut pas avoir plus de 3 micros de ce type activés en même temps. Donc si à un moment quelqu'un essaie de parler dans un micro et que ça ne marche pas, c'est peut-être que quelqu'un n'a pas éteint son micro avant. Donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle? La première est toujours la plus difficile. Je vais essayer le système, oui ça marche. Merci pour cet exposé. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est sûr. Mais quand même, si on regarde dans le passé, c'est-à-dire sur les 20 dernières années, il me semble que les choses ont quand même progressé dans la bonne direction. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Merci pour cette question. Alors oui, effectivement, c'était peut-être un peu sombre de présenter les choses ainsi. C'est vrai qu'il y a eu des progrès dans les 20 dernières années et je pense que notamment dans les 5 dernières années, on parle beaucoup plus de ces questions et il y a beaucoup plus d'initiatives qui vont dans ce sens. Mais cela dit, on voit aussi que ça a beaucoup de mal à fonctionner. Si vous repensez au graphe que je vous ai présenté au début, par exemple pour les mathématiques, ça ne marche depuis 20 ans, ça reste au même stade. On est toujours à 20% à peu près de femmes à l'université en mathématiques, ça ne bouge pas. Donc, il y a des initiatives qui sont peut-être pas encore assez répandues pour que ça ait des effets sur toutes les professions. Ça marche à quelques endroits, par exemple, je pense qu'il y a des disciplines comme la biologie qui sont de plus en plus féminisées. Donc ça a des effets sur quelques disciplines ponctuelles, mais ça bloque toujours ailleurs et c'est ça qu'il faut interroger. Je pense que le mouvement de féminisation des disciplines scientifiques a commencé là où c'était le plus simple du point de vue encore une fois, des stéréotypes. C'est-à-dire que la féminisation, par exemple, de la médecine ou de la biologie, c'est pas aller complètement contre les stéréotypes qui empêchent encore aux femmes d'aller en sciences, puisque on va dire, elles peuvent y aller, c'est quand même en lien avec le féminin. La vie, le soin, prendre soin des autres. Donc c'est là que ça a commencé à marcher. Et si ça ne fonctionne pas pour certaines disciplines comme les mathématiques ou l'informatique, c'est parce qu'on n'a pas encore déconstruit ces stéréotypes-là d'assignation des femmes et des hommes à des caractéristiques féminines et masculines innées, je pense. Oui, vous avez beaucoup parlé de modèles donnés par les médias. Et est-ce que vous pensez que ces modèles-là ont un impact plus important que des modèles de la vie réelle? Est-ce qu'un enjeu fort, ce ne serait pas justement de confronter les jeunes à des personnes en vrai porteuses de schémas de réussite dans ces disciplines? Alors si, bien sûr, c'est très juste et c'est une piste très intéressante. Et effectivement, il faut, en tout cas pour ces enfants-là, pour les enfants dans les quartiers populaires, il faut créer la rencontre. Parce que ça aussi, quand on leur demande, est-ce que vous connaissez des personnes scientifiques, tous disent non, jamais rencontré un scientifique, alors qu'ils ont rencontré un médecin, ou ils ont rencontré, là maintenant qu'ils sont au collège, leur prof de maths. Donc on est à un moment où c'est tellement déconnecté qu'ils ne peuvent même pas se dire que les gens dans leur vie sont des scientifiques. Donc effectivement, il faudrait créer des rencontres. Alors c'est ce qui se fait aussi dans l'association que je suis. Mais alors, si on crée des rencontres avec des scientifiques, je pense qu'il est important d'en parler avec les scientifiques qu'on présente aux enfants. Parce que si on ne le fait pas, on se retrouve avec ce qui s'est passé il y a quelques semaines dans les classes où j'étais et où
des scientifiques, hommes, plein de bonne volonté, viennent présenter leur métier et se mettent à parler de football avec les garçons qui sont en premier rang. Et du coup, les petites filles décrochent complètement de la rencontre, alors qu'au départ, c'était fait pour justement les faire côtoyer des scientifiques. Donc là, il y a des rencontres à organiser et il faut que ce soit préparé des deux côtés dans cette optique-là. Je pense qu'effectivement, à ce moment-là, ça peut peut-être être bien plus efficace que des modèles qu'on verrait à la télé, effectivement. Juste pour les prochaines questions, si vous pouvez commencer par vous présenter brièvement, comme on me l'a fait remarquer, ça pourra intéresser tout le monde. Oui, vous avez parlé des représentations stéréotypées. Je suis Véronique Ezrati de Femmes et Sciences. Vous avez parlé des représentations stéréotypées dans les dessins animés. France Télévisions nous a expliqué qu'ils ont un programme pour que toutes les œuvres de création évoluent et sont moins stéréotypées. Est-ce que vous avez des informations sur ce qu'il en est aujourd'hui et comment ça a évolué ? Alors non, je n'ai pas d'informations sur ce programme. Ce que je vous ai dit sur les dessins animés est fondé sur l'enquête d'études de corpus que nous avions réalisée en 2013. Donc c'était sur les dessins animés qui étaient disponibles à la télé en 2013. Non, je ne sais pas. Alors je sais qu'il existe maintenant quelques dessins animés qui essayent de lutter contre les stéréotypes en présentant par exemple des modèles familiaux où on va avoir, je me souviens d'un épisode où c'est le père qui va cuisiner pendant que la maman répare ou fait du bricolage. Donc il y a des choses comme ça qui existent. Mais je ne sais pas si ça s'applique à tous les programmes ou s'il y a du coup une surveillance des programmes les plus populaires. Hein. On peut imaginer, pour des enfants plus âgés, les Simpsons ou des choses comme ça qui sont des dessins animés, qui sont des monuments du dessin animé, présentent des images de scientifiques très stéréotypées. Donc il faut voir s'il y a effectivement des programmes et si il contrebalance ou s'il s'applique aussi aux programmations qui sont plus largement et plus mondialement diffusées. Ça, je ne peux pas vous en dire plus. Il y avait une question à côté ? Oui, Sylvaine Turchiez, je suis présidente de Femmes et Sciences. Tout ce que vous avez raconté est tout à fait un constat que tout le monde fait. Donc, effectivement, pardon. C'est très intéressant d'avoir ce constat et de voir que les stéréotypes démarrent très jeunes, effectivement, et sans doute perdurent très longtemps au cours de la vie des enfants. Toutefois, le décrochage, comme vous l'avez fait remarquer tout à fait au début, est vraiment tardif, puisque les filles réussissent bien en sciences et sont assez bien positionnées au niveau du bac en proportion filles-garçons. Donc vraiment, le décrochage, il est après, et il est souvent à l'université et souvent en fin de licence. Donc effectivement, il y a vraiment un potentiel là aussi d'études très intéressantes qu'il faut pousser vers les jeunes filles qui naturellement vont vers les sciences du vivant, malheureusement, trop probablement, et pourquoi les sciences dures sont si désaffectées après la licence. Ça, c'est très important de continuer ces études-là pour effectivement parler à ces jeunes filles et éviter effectivement qu'elles disparaissent trop tard, sans doute à cause des carrières, sans doute à cause de la difficulté de rentrer dans les carrières. Oui, c'est tout à fait juste. Et là on revient au paradoxe que j'évoquais au départ entre la réussite scolaire des jeunes filles et leur absence après dans certaines filières. C'est effectivement un des points qu'il faudra que je souhaite pouvoir éclairer avec cette enquête. On tombe dans quelque chose qui est en lien avec la socialisation genrée des petites filles et des petits garçons, avec l'idée que les petites filles doivent être de bonnes élèves. Donc on leur apprend à se conformer à ce que l'école attend d'elle, notamment à être attentive, à être sage, à valoriser le fait d'avoir de bons résultats et de bonnes notes, ce qui les favorise jusqu'à la fin du lycée, enfin, du moins dans leurs résultats. Voire même maintenant, on a des filles qui ont de meilleurs résultats quand elles sont en terminale S que les garçons au bac. Donc ça les favorise jusque-là. Et effectivement, le décrochage, il se fait finalement quand on passe dans le monde professionnel ou quand on s'en rapproche de plus en plus, parce que là, pour le coup, la socialisation avantage les garçons, où là, les valeurs qu'on considère comme associées au monde professionnel, de compétition, de difficultés qu'on peut rencontrer, d'obstacles à accomplir, à surmonter plutôt. Là, hop, on bascule dans quelque chose qui est du côté des garçons. Et c'est vrai que le moment où ça change est un moment clé qu'on aimerait bien pouvoir explorer davantage. Donc là, on espère pouvoir justement suivre des cohortes comme ça d'enfants pour voir ce qui se passe exactement quand ça bascule.
Il y avait une question là-bas, oui. Oui, bonjour, Jean Lameringue, je suis enseignant en chimie en classe préparatoire et je me posais la question de savoir si pour vous, il y avait une corrélation entre le déficit d'orientation vers les filières scientifiques et quelque part en fait une forme de décorrélation entre ce qui est de l'ordre du savoir et ce qui est de l'ordre du métier. Et j'ai l'impression que finalement en fait les études en sciences de la vie, elles sont extrêmement corrélées en fait à un métier, enfin à des métiers, les métiers de la santé avec un certain nombre de valeurs sociales qui y sont attachées. Par contre, en fait, la physique, la chimie, les métiers de l'ingénieur, en fait, on ne voit pas forcément de réalité sociale des métiers. Est-ce que ça peut être un frein à l'orientation vers la filière scientifique ? Ah oui, je pense que c'est une hypothèse qui est tout à fait intéressante. Je peux pas vous dire oui et non parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été posé en ces termes, mais c'est fort probable. Et par contre, vous avez raison sur ce que vous proposez au sujet de tout ce qui relève des sciences de la vie, où non seulement on se projette plus facilement dans un métier, mais où en plus on associe ce métier à des valeurs qui peuvent être renvoyées au féminin. Donc par exemple le fait de soigner, le fait de s'occuper d'eux. C'est ça qui facilite aussi l'orientation des filles vers ces filières-là. Et on n'a pas la même chose, on n'a pas le pendant pour, par exemple, les métiers qui relèvent des sciences de l'ingénieur ou des mathématiques ou de l'informatique. Donc, mais effectivement, ça me semble être une piste intéressante à creuser et à essayer de donner corps ou de rendre bien plus concret ces métiers-là. Encore une fois, peut-être en faisant rencontrer, en organisant des rencontres avec des vraies personnes et des vrais professionnels de ces métiers-là. J'ai une première question sur Twitter de Benjamin Bourdon. Je ne sais pas s'il est dans la salle ou s'il nous suit à distance. Les femmes sont sous-représentées dans les sciences dures. Est-ce que c'est vrai aussi dans les sciences humaines ? Les femmes sont peu représentées ? Oui. Ah oui. Alors dans les sciences humaines, on est sur des professions bien plus féminisées, notamment à l'université. L'exception à la règle, c'est la philosophie, qui est au même titre que les mathématiques, par exemple, dans le top 15 des disciplines universitaires les moins féminisées. Par contre, les lettres, les langues ou par exemple la sociologie, on est dans des disciplines où il y a beaucoup de femmes, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'après, on retrouve une répartition en fonction du grade et du poste qu'on a, où on perd les femmes au fur et à mesure. On a une métaphore pour expliquer ça, qui est celle du tuyau percé. Plus on avance et plus finalement les femmes disparaissent dans ces professions. Et quand vous prenez pour la sociologie, qui est la discipline que je connais sans doute le mieux, on a beaucoup plus de femmes en licence, un peu moins en master, un peu moins en doctorat, un peu moins en maître de conférence et encore un peu moins au dernier grade qui est professeur d'université. Donc voilà, même dans les métiers féminisés, où il y a beaucoup de femmes, aux postes de direction, aux postes les plus importants, on va encore une fois retrouver des hommes. On avait une question là devant. Martin Andler, association Animat. Il ne faut pas se tromper de diagnostic. Déjà en terminale S, en spécialité maths, qui est de fait, pour des très mauvaises raisons, mais de fait la spécialité des meilleurs élèves, on descend à 40% de filles. En terminale S, généralement, il y a à peu près 48% de filles. En terminale S, spécialité mathématiques, il n'y en a que 40%. Et ça n'est pas tout à fait vrai que les filles et les garçons ont des résultats. Les filles sont plutôt meilleures que les garçons, parce que si on regarde par exemple dans l'étude PISA au niveau 6 des meilleurs élèves en mathématiques, il y a un gros décalage entre le pourcentage de filles et de garçons. Il y a nettement plus de garçons que de filles. Je ne suis pas en train de dire que c'est un état naturel des choses, etc. C'est l'effet de tout ce que vous avez dit, des stéréotypes, enfin bon, des représentations et tout ça, mais ne nous trompons pas de diagnostic. Maintenant, la question c'est de savoir si à des niveaux assez avancés, on peut avoir des éléments de remédiation. Et là, il me semble qu'il faut bien réfléchir au fait qu'en France, les outils de remédiation qu'était dans le temps, ça fonctionnait, le système des concours par exemple, a l'air de cesser de fonctionner et on constate que certains pays se débrouillent beaucoup mieux maintenant, en tout cas pour l'accès des filles. Je crois qu'à Stanford, ils sont arrivés à ce que le choix des filles des jeunes femmes se porte très fortement vers l'informatique. L'informatique est très choisie. Donc on pourrait avoir d'autres outils que les outils dont nous disposons et dont on voit bien qu'ils ne fonctionnent pas. Il
faut quand même se souvenir, à l'école normale, cette année, au concours mathématiques, il y a eu 2 filles reçues sur 40 places. À l'école polytechnique, dans le concours maths, il y a eu 11 filles reçues sur 108 places. On est dans des situations catastrophiques et là, on est en pleine stagnation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On va devoir arrêter les questions là, mais je pense que ce sont des questions un peu transversales qui pourront revenir dans la journée et puis peut-être durant le déjeuner ou les pauses. Donc on va passer à l'intervention suivante. Merci Clémence Perronnet. Merci.